À l'occasion du festival Passe ton bac d'abord, les 10, 11 et 12 juin 2022 à Toulouse, la librairie Ombre Blanche recevait le mercredi 8 juin Frédéric Sounac, maître de conférences en littérature comparée à l'Université de Toulouse 2 et auteur de spectacles de théâtre musical, autour de la présentation du tome 2 de Black Back, publié aux éditions Aedam Musicae. Je suis tout seul, donc désolé, je suis obligé de m'auto-présenter, c'est un peu bizarre, hein. Donc voilà, je suis Frédéric Sounac et je voudrais vous parler aujourd'hui de cet ouvrage, donc Black Back, donc en 2 volumes aux éditions Aedam Musicae. Voilà, je vous les montre. Donc, premier tome et le deuxième, donc c'est un livre assez long, comme vous voyez, et c'est un livre qui est issu d'un travail universitaire, hein, au départ. Et donc ça, c'est une version remaniée, hein, on va dire, un petit peu allégée. Alors, pas sur le contenu, pas sur le fond, hein, tout y est, je dirais, simplement allégé de certaines lourdeurs typiquement universitaires, les citations en langue originale, les flopées de notes, enfin tout le décorum académique, je l'ai quand même enlevé pour que ça fasse un texte plus lisible. Alors, au départ, mon idée, c'était de réfléchir au-delà de Bach lui-même à la notion de valeur dans le champ littéraire et dans le champ esthétique. Alors, il y a toute une réflexion. Je ne suis évidemment pas le premier à avoir pensé les choses en termes de valeur. Il y a une réflexion philosophique, réflexion sociologique aussi, hein. Par exemple, ne serait-ce que le discours de Bourdieu, par exemple, sur les pratiques esthétiques, la construction des légitimités, des orthodoxies en matière de goût, tout ça, ça repose sur l'analyse de la valeur, comment se constituent les valeurs esthétiques. Ça pose aussi des questions plus fondamentales, à la limite, je dirais, un peu de la spéculation philosophique, qui est de savoir si la valeur, par exemple, d'une œuvre d'art, elle est intrinsèque ou extrinsèque, comme on dit, c'est-à-dire est-ce qu'elle appartient à l'œuvre d'art en propre, est-ce que c'est un attribut finalement de cette œuvre d'art? Bon, dans le cas de Bach, on aura du mal à dire que c'est pas de la bonne musique et que donc il n'y a pas une valeur intrinsèque, hein, à l'œuvre d'art, mais on peut aussi évidemment argumenter dans un sens différent en disant finalement qu'il n'y a pas de valeur essentielle d'une œuvre d'art et que la valeur est extrinsèque, c'est-à-dire qu'elle est relative, construite par l'histoire, des réceptions, et que finalement certaines choses qui étaient des grandes valeurs peuvent en perdre, ou inversement, évidemment, des petites valeurs peuvent devenir ensuite des grandes valeurs. Bon, on donne souvent l'exemple d'Anatole France, qui était une très grande valeur et que plus personne ne lit aujourd'hui. Bon, l'histoire de la musique est aussi pleine de choses comme ça. Alors je viens quand même à Bach. Alors c'est un livre donc sur Bach, sur le musicien, le compositeur, mais surtout sur la valeur Bach, la circulation de la valeur Bach, en quelque sorte, dans la culture. Par culture, j'entends la culture littéraire, mais aussi la culture musicographique. Je parle beaucoup, évidemment, de ce qu'on appelait autrefois des musicographes. Alors aujourd'hui, ils ont été remplacés par les musicologues, mais il y avait une grande tradition d'écriture, en fait, artiste sur la musique, un peu jusqu'au milieu du XXe siècle, finalement, mais aussi dans le cinéma et dans le discours philosophique. Et donc, je me suis intéressé aux usages de la valeur Bach, mais surtout, d'où le titre, au mésusage d'une certaine manière de la valeur Bach. C'est-à-dire, ce qui m'a intéressé, c'était pas évidemment d'aller vers le plus, comment dire, le plus instinctif, le plus consensuel, c'est-à-dire qui consiste à dire que Bach est une grande valeur en termes, par exemple, de spiritualité, etc. Bon, on a tous vu, tous entendu des tas de discours à la louange de Bach, ou tous vu des films où la musique de Bach apparaît en quelque sorte à un certain moment, justement pour signaler une sorte de grandeur spirituelle, de recul eschatologique, etc. Enfin, c'est très courant au cinéma, donc on a cette représentation assez spontanée de la valeur Bach. Et moi, du coup, je me suis intéressé un peu au contraire. Alors, il y a
je précise tout de suite que c'est pas un livre anti-Bach, c'est pas un livre bachophobe. Je suis pas en train évidemment comment dire, d'exprimer toute ma détestation de Bach, bien au contraire, hein, dans ce livre-là, mais simplement de voir comment cette valeur a pu parfois être arraisonnée, comment des contre-valeurs, ce qu'on pourrait appeler des contre-valeurs. Alors après, il faut s'entendre sur ce que sont les contre-valeurs, mais disons que à l'aune d'une espèce de socle humaniste de principes qu'on pourrait partager, j'imagine, hein, les contre-valeurs, ce sont évidemment tout ce qui tend à contrôler, assujettir, dominer, voilà, enfin, on va dire l'ultra-élitisme, l'antiprogressisme forcené. On peut assimiler cela, par exemple, à des contre-valeurs. Alors voilà, ça c'est le sujet, voilà, pour clore ce premier point, le grand sujet. Du coup, le titre Black Bach est à comprendre vraiment. La noirceur dont il est fait état dans ce titre, Black Bach, est à comprendre pour je dirais, les 9/10 du roman dans un sens métaphorique, hein, c'est-à-dire c'est noir au sens où ça s'oppose à la lumière, qui fait cesser le néant et qui crée la vie, ça s'oppose aux lumières aussi, qui sont porteuses de l'humanisme démocratique, etc. Donc c'est noir au sens où une âme peut être noire, un dessin peut être très noir, etc. etc. Sauf dans le dernier chapitre, hein, j'y reviendrai si j'ai le temps, où là je prends Black au sens littéral, c'est-à-dire là vraiment je confronte finalement la valeur Bach à la culture et à la destinée de gens, de musiciens, bien sûr, pas de personnages aussi, mais de couleur noire, à la peau noire. Mais ça concerne vraiment la fin du dernier chapitre du livre. Mais le mot Black Bach donc, est à comprendre comme ça. Alors la valeur Bach, je ne vais pas m'attarder sur elle, parce que je pense que tout le monde a spontanément une idée de ce qu'il peut représenter. Il faut voir jusqu'à quel point ça va. Hein, je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines d'expressions, l'Hercule de la musique, l'Échille de l'harmonie, le titan Allvater, comme disent les Allemands, Übervater, c'est-à-dire grand père tout-puissant, etc., etc. Hein, 13e apôtre, 5e évangéliste, l'alpha et l'oméga de toute musique. Hein, c'est le compositeur Reger, hein, Max Reger, qui a un jour écrit cette formule, c'est l'alpha et l'oméga de toute musique. Vous voyez, c'est un peu quand même évidemment assez castrateur pour les autres musiciens, forcément. Hein, c'est pas évident de se positionner dans la modernité musicale quand un type vous a dit que de toute façon l'oméga était déjà atteint. Hein, donc voilà, il y a ce côté père suprême, castrateur, qui n'est pas forcément évident. Je vous lis par exemple quelques phrases que j'ai préparées pour vous situer le niveau d'absolutisation de cette valeur Bach. Hein. Donc Furtwängler, par exemple, mon grand chef d'orchestre. Hein. Aujourd'hui, comme autrefois, Bach est le saint qui trône inaccessible au-dessus des nuages. Bach fut le plus grand des musiciens, l'Homère de la musique, dont la lumière resplendit au ciel de l'Europe musicale. Voilà. Hein, je vous donne un exemple français, parce qu'il n'y a pas que les Allemands, même si évidemment il y a un nationalisme bachien sur lequel je pourrais revenir si on a le temps. Mais un Français, par exemple, André Suarez, donc André Suarez, écrivain et musicographe, il fait toujours tout à fait partie justement de cette intellectualité musicographique que l'on a depuis le milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e. Donc c'est un contemporain de Gide, un grand lecteur de Nietzsche. Il se prenait un peu pour Nietzsche. Hein. C'est une sorte de Nietzsche français un peu raté quelque part. Suarez, si on est méchant, c'est un petit peu ça. Et donc il est absolument fasciné par Bach, et il écrit dans les années 30 un essai qui s'appelle « Esquisse pour un portrait de Bach ». Et là il se lâche complètement, c'est-à-dire c'est un essai qui devient une sorte de dithyrambe inspiré. Alors Suarez, c'est pas légendaire pour sa sobriété, hein, c'est vraiment quelqu'un d'assez expansif. Je vous cite, ça aussi c'est assez rigolo. Regardez ce qu'il écrit. Immortelle présence et nécessité de Jean-Sébastien Bach. On ne peut parler de sa jeunesse ni de sa force. Il est de tous les âges. Toutes les puissances de la musique sont en lui. Jean-Sébastien Bach est notre père éternel. Il est le fiat musicae du monde sonore. En tout art, de hauts génies dominent sur d'autres et semblent l'emporter sur toute beauté rivale. Ainsi Shakespeare et Racine, Aristophane et Virgile, Goethe et Stendhal, Rembrandt ou Goya. Mais Bach me donne l'idée qu'il est plus grand, plus puissant, plus beau, plus étendu en musique, plus musical enfin qu'aucun autre artiste, souverain dans son art propre. Et même la vertu de Bach est telle qu'il domine sur tous les artistes, en quelque art que ce soit, et non pas seulement dans le sien.
Ni en poésie, ni en peinture, ni dans la statuaire, aucun homme n'égale Bach par la puissance et la beauté, la grâce de l'âme et la profondeur de l'esprit. L'équilibre de l'œuvre et du sentiment est sans exemple. Bach relève de l'intelligence au cœur et pénètre d'amour toute intelligence. Il est plus parfait dans son propos que tous les autres artistes dans le leur. Bach est la vie rachetée du néant par l'harmonie et la sérénité pensante. Voilà. Juste ça. Et il y en a comme ça pendant. Voilà. Il fait ce dithyrambe, c'est un tout petit extrait, mais ce dithyrambe vraiment se poursuit. Alors, je pourrais vraiment continuer longtemps sur ce type d'exemple. Il y en aurait véritablement beaucoup. Alors, vous voyez qu'il y a une autorité. Et de Bach, très grande. Et cette autorité, moi, je me suis dit, c'est plus qu'une autorité, c'est une forme d'empire, d'imperium. C'est l'empire, je dirais presque comme dans Star Wars, quoi. C'est les méchants, quoi. Et donc, cet empire, d'une certaine manière, cette autorité devient un empire, c'est-à-dire une instance de force, d'ultra-légitimité, et donc il peut être porté, capté par ce que j'appelais tout à l'heure des contre-valeurs, représentations, discours qu'on pourrait dire anti-progressistes, contre-révolutionnaires, ultra-élitistes, proto-fascistes ou carrément fascistes, où il peut être assimilé par exemple à l'imaginaire du crime, de la sociopathologie, ça arrive, il peut être associé par exemple à l'aliénation psychologique et sociale. Il peut être associé à un imaginaire franchement horrifique ou apocalyptique. Il peut être aussi solidaire. Il y a énormément de discours dans ce sens de ce qu'on pourrait appeler différents régimes de domination historique. Par exemple, il y a des discours racistes ou sexistes ou homophobes qui vont s'emparer de la valeur Bach pour essayer de se légitimer. Voilà, encore une fois, j'insiste vraiment parce que je ne prétends pas évidemment que la musique de Bach est intrinsèquement associée à ces contre-valeurs ou qu'elle les porte en elle, bien sûr. C'est une opération de détournement, de captation. Il faut bien dire aussi que les arguments, enfin la manière plutôt dont cet art est arraisonné par toutes ces contre-valeurs repose souvent sur une vision très réductrice et très caricaturale de l'art de Bach. C'est-à-dire qu'on va s'emparer d'une caractéristique de Bach, la plupart du temps le contrepoint rigoureux, la fugue, par exemple, et on va le réduire à cet aspect-là. Alors évidemment, lorsqu'on associe Bach à la fugue, on ne risque pas de beaucoup se tromper, simplement il y a tout un pan évidemment de l'art de Bach qui n'est pas réductible à l'usage du contrepoint savant. Donc c'est aussi une manière évidemment de caricaturer cet art-là. Enfin voilà, c'est une imagologie, si vous voulez, noire en quelque sorte, que j'ai tenté de cartographier, si on peut le dire, comme ça. Pour conclure ce premier point, je voudrais vous dire, vous mentionnez une phrase qui m'a servi presque un petit peu de formule ou que j'ai mise en exergue de tout le bouquin. Elle est issue d'un roman un peu oublié aujourd'hui de Franz Werfel, l'écrivain autrichien, qui est un roman qui s'appelle Cella, qui évoque l'invasion donc de l'Autriche par l'Allemagne nazie, l'Anschluss. Donc c'est l'histoire d'un homme juif qui s'appelle Bodenheim et qui vit à Vienne et dont la fille est pianiste. C'est une adolescente et elle est pianiste et elle travaille beaucoup. Enfin, elle va faire une carrière, quoi. Vraiment, voilà. Et on est donc dans les mois qui précèdent l'Anschluss. Donc beaucoup évidemment d'Autrichiens souhaitent l'Anschluss, beaucoup aussi le redoutent. Il fait évidemment partie de ceux qui le redoutent. Et donc, et en même temps, il est tout à fait caractéristique de ces gens qui sont plutôt des bourgeois et qui sont saturés, je dirais, des valeurs de l'art, des valeurs esthétiques, c'est-à-dire qui se détournent un petit peu de la politique. Il entend vaguement parler de tout ça, mais ce qui l'intéresse, c'est quand même la carrière de sa fille, le piano, la musique, etc., etc. Et donc, voilà, c'est une sorte de métaphore, en tout cas, comme il y en a beaucoup dans la littérature, d'une sorte d'aveuglement, je dirais, des classes bourgeoises un peu fascinées par les valeurs esthétiques, d'aveuglement, au sens où il se détourne finalement de l'histoire, de la politique et des faits sociaux. Et donc il est fasciné par sa fille, et donc il suit ses progrès, etc. Sauf quand elle joue Bach. Quand elle joue Bach, il est stressé, ça ne lui plaît pas, en fait pour deux raisons. D'une part parce qu'il a l'impression que quand elle joue Bach, elle est comme possédée, c'est-à-dire elle rentre dans un autre état,
Elle sort, je dirais, du monde, elle perd le contact avec son entourage, le monde social, et une sorte de transe, donc ça l'inquiète, d'une certaine manière. Bon, on pourra y voir d'ailleurs une métaphore aussi de l'éveil sensuel, parce que c'est une adolescente. Je reviendrai, si j'ai le temps, mais je pense que j'aurai pas le temps, sur le côté parfois très viriliste et masculiniste de l'image de Bach. Donc elle est d'une certaine manière initiée sensuellement par cette image très paternelle qui est celle de Bach, mais surtout, en fait, elle travaille, comme toute pianiste, jeune pianiste sérieuse, le clavier bien tempéré, donc elle joue des préludes et fugues, elle joue des fugues, et en fait, c'est la fugue qui inquiète Bodenheim. Il ne sait pas trop pourquoi, mais il trouve qu'il y a dans la fugue quelque chose de violent, quelque chose de systématique, quelque chose de dogmatique, enfin un principe, d'une certaine manière, contre lequel il n'a pas prise, et il se sent d'une certaine manière impuissant lorsqu'elle joue des fugues. Alors sa fille, ça l'a fait marrer, parce que bon, elle, évidemment, elle n'a pas de problème, et donc il y a cette phrase qui est lâchée dans le roman, où elle dit « Papa chéri a peur de Bach ». Papa chéri a peur de Bach. Alors c'est cette phrase que j'ai mise un petit peu en exergue de tout le livre. Alors peut-être, avant de vous parler peut-être plus en détail des différents chapitres que j'ai abordés, des différents objets que j'ai abordés, je voulais vous dire quelques mots peut-être, mais très rapidement, de la démarche intellectuelle, on va dire, qui préside un peu à l'entreprise. Ce que j'ai voulu faire, alors ça ne m'est pas apparu forcément très clairement au début, parce qu'au début on fait le machin, puis finalement c'est en le faisant qu'on s'aperçoit de ce qu'on a fait. Mais donc c'était pas préconçu, mais après coup, je me suis rendu compte, au fond, que je m'étais situé au croisement ou à l'intersection de deux logiques, peut-être de deux traditions intellectuelles. La première, ça pourrait être ce qu'on appelle la critique de la culture, parce que les Allemands appellent Kulturkritik, c'est-à-dire justement une démarche qui consiste à rester, à tirer des hypothèses, je dirais, de civilisation, des faits esthétiques eux-mêmes, c'est-à-dire à rester très près du matériau esthétique. Typiquement pour la musique, c'est la démarche, par exemple, d'un Adorno. Il fait de la critique de la culture, c'est-à-dire il prétend tirer des leçons sociales, politiques, historiques de l'observation de la musique elle-même, ce qui est pas facile. À la limite, c'est plus facile pour l'opéra, parce que l'opéra, c'est un objet social, beaucoup plus politique, et c'est difficile pour la musique instrumentale pure, et a fortiori pour un matériau comme des préludes et fugues de Bach. Mais c'est ça qui fait toute la difficulté de l'entreprise. Alors ce côté culture-critique, par exemple, je vous donne juste un exemple, mais dans mon travail, c'est ce qui consistait, par exemple, à travailler le lien entre certaines formules ou certaines caractéristiques du contrepoint savant, et typiquement le fait que dans le contrepoint savant, on peut inverser les choses, c'est-à-dire dans les formules contrapuntiques qu'on utilise couramment dans l'exercice de contrepoint les plus simples. Enfin, ils ne sont jamais si simples que ça, mais enfin bon, il y a 4 représentations possibles d'un sujet de fugue. La mélodie telle qu'elle se présente, telle qu'elle est, puis sa rétrogradation, c'est-à-dire dans l'ordre inverse des notes, puis la mélodie renversée, c'est-à-dire on renverse les intervalles, par exemple une tierce ascendante devient une tierce descendante, et puis le rétrograde du renversement. Ça fait 4 formulations finalement d'un même sujet de fugue. La musique dodécaphonique reprend exactement le même principe. 4 formulations. Alors ce qui m'intéresse là-dedans, c'est surtout la possibilité de rétrograder. Et justement là, il y a un jeu de mots qui vient spontanément à l'esprit, c'est back, avec évidemment le verbe anglais, back to back, ou aller à rebours, d'une certaine manière. Et en fait, il y a cet imaginaire de la rétrogradation, du retour en arrière, du retour à un état antérieur, qui est consciemment ou inconsciemment mobilisé, évidemment, dans la culture, par exemple, au bénéfice de discours réactionnaires ou conservateurs. Je vous donne un exemple, par exemple, c'est très mal dit ça, je vous donne un exemple dans l'ouvrage de jeunesse
enfin il avait quand même la quarantaine déjà, mais de Thomas Mann, Considération d'un apolitique, qui est une sorte de pamphlet réactionnaire, vraiment rédigé, hyper gallophobe, très conservateur, très nationaliste, rédigé pendant la Première Guerre mondiale. Évidemment, après, Thomas Mann évolue complètement différemment, on le sait bien, au cours de la Seconde Guerre mondiale, et il se convertit en héros de la démocratie, mais dans sa jeunesse, il est vraiment très réactionnaire, et il a des considérations, justement, apolitiques, dit-il, sur le contrepoint. Il dit le contrepoint, c'est véritablement l'expression de l'esprit germanique, l'expression du protestantisme, etc., etc. Donc il en fait vraiment une émanation du terroir, en quelque sorte, allemand, de la culture allemande qu'il veut à tout prix défendre contre ce qu'il appelle la civilisation littéraire, c'est-à-dire en gros l'esprit des Lumières, latin, surtout français, qui va envahir d'une certaine manière l'authenticité, au fond, du rapport à la culture et à l'art germanique. Et il fait du contrepoint, et en particulier justement du contrepoint savant et de la possibilité de la rétrogradation, une très grande métaphore finalement de la destinée allemande. Donc ça, c'est par exemple, dit tant pis si on n'est pas progressiste, tant pis si l'Allemagne est arriérée, peu importe, je ne veux pas, moi, de cette civilisation. C'est une formule que je dis souvent parce qu'elle est très frappante. Il dit « je ne veux pas passer de la musique à la démocratie ». Et par la musique, il entend le contrepoint savant, vraiment, il le dit tout à fait clairement. Alors ça, par exemple, c'est un côté culture-critique. Et puis, il y a une autre tradition que j'ai aussi, finalement, malgré moi, je ne sais pas si c'est une tradition, mais disons une manière de faire, en fait, que j'ai embrassé presque sans le savoir, et puis après très consciemment. Donc c'est, contrairement à la critique de la culture, ce serait ce qu'on appelle plutôt aujourd'hui les études culturelles. En fait, c'est beaucoup plus simple de voir le grand écart si on se réfère aux langues, donc culture critique pour critique de la culture et cultural studies pour études culturelles. Avec l'allemand et l'anglais, on voit mieux le grand écart. Et donc là, je dirais, dire que c'est le contraire, c'est peut-être un petit peu simpliste, mais effectivement, c'est une manière de faire qui, au contraire, va plus spontanément, je dirais, se détourner vraiment du noyau dur et du matériau artistique, et va vraiment se tourner vers les phénomènes de réception, par exemple, qui va aussi être beaucoup moins attaché à l'idée que le sujet, nous tous, nous nous émanciperions par l'exigence. Ça, c'est un côté très culture critique, c'est-à-dire qu'il faut se confronter à ce qu'il y a de plus difficile. Il faut aller vers le difficile, et c'est quand on maîtrise le difficile qu'on s'émancipe d'une certaine manière, puisque on se construit une intellectualité qui fait qu'on est capable de se désaliéner, qu'on ne va pas consommer toute la culture, etc., de masse, l'art aliéné, comme dit Adorno. Donc c'est l'exigence qui nous émancipe. Et du côté études culturelles, ce serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire, au fond, là, non, il n'y a pas de raison de toujours fétichiser les grandes œuvres, et plus c'est difficile, mieux c'est. Non, on admet que le plaisir fait partie du jeu, qu'il n'y a pas d'art aliéné, et qu'après tout, si on prend du plaisir à lire des romans policiers ou n'importe quoi, ou regarder des séries, etc., c'est très bien, ça fait partie de la culture, et ce qu'on appelle parfois une sorte de déhiérarchisation des objets, en quelque sorte. Et alors, il y a cet aspect-là aussi quand même dans mon travail, parce que là, j'ai donné des exemples, on va dire, un peu canoniques, en parlant de Nietzsche ou de Thomas Mann ou d'Adorno, mais en fait, je parle aussi de dizaines et même de centaines de films, parfois des thrillers de série B, même des films d'horreur. Je parle énormément de romans policiers. Moi, j'aime bien les romans policiers, j'aime bien les romans noirs, j'aime bien les romans de science-fiction. Donc voilà, et je ne considère absolument pas que c'est des choses dont on ne doit pas parler ou qui ne soient pas dignes d'être mises en regard, justement, de valeurs beaucoup plus canoniques. Et donc, le fait que je parle de tout ça, et franchement, par exemple, je parle quand même d'un film qui s'appelle La Belle et l'ordinateur, qui est vraiment une grosse bouse. Je parle aussi d'un film où il y a des zombies qui écoutent du Bach, des zombies bachiens. Franchement, c'est pas un chef-d'œuvre. Donc voilà, il y a
il y a vraiment de tout, hein. Mais je parle aussi, évidemment, par exemple, d'un roman assez méconnu, d'un grand de la science-fiction, qui est Philippe K. Dick, peut-être l'auteur qui vient à l'esprit de tout le monde quand on parle de science-fiction. Il a écrit un roman qui ne fait pas partie de ses plus connus, mais qui est quand même passionnant, en tout cas pour moi, qui s'appelle Cantata 140, hein, qui fait référence donc à la fameuse cantate 140 de Bach, hein, celle qui comprend le célébrissime choral du Veilleur, hein, magnifique cantate pour que les âmes s'éveillent, hein, d'une certaine manière. Et voilà, donc là, on est dans un matériau, c'est un roman très malthusien sur le problème de la surpopulation. Enfin, c'est des thèmes qui sont souvent traités en science-fiction. Donc on a endormi des gens, hein, et on les a envoyés sur une autre planète parce que la Terre ne peut plus accueillir toute la population. Donc par tour de rôle, on endort des gens et on les expédie dans l'espace, hein. Donc ce sont les sleepers, hein, les endormis, les dormeurs, hein. Évidemment, la cantate de Bach dit aux chrétiens, dormeurs, réveillez-vous, la voix vous appelle, etc. Donc il y a une grande métaphore bachienne, et ça, voilà, ça c'est un roman qui m'intéresse tout autant, hein, je dirais, que justement ceux que Thomas Mann, par exemple, ou Nietzsche. Donc voilà, il y a ces deux pôles, hein, je dirais, le pôle critique de la culture et le pôle études culturelles, qui me semblent cohabiter. En tout cas, moi, j'ai essayé de les faire cohabiter. Donc d'un chapitre à l'autre, ça peut vraiment évoluer dans ce sens. Donc ça, c'est un point sur lequel je voulais m'attarder. Il y a un exemple de ça auquel je tiens aussi, c'est ce que j'ai appelé, peut-être je peux faire circuler d'ailleurs les bouquins, c'est ce que j'ai appelé des pop-back. Alors les pop-back, vous allez les retrouver au milieu dans les deux tomes, hein. Il y a des images, il y a un cahier d'images, hein, dans chaque volume, voilà. Pareil dans l'autre, hein. Je vais faire circuler parce que montrer comme ça, vous n'allez pas voir, c'est trop petit. Et alors, de quoi s'agit-il? Et là, vous voyez qu'on est vraiment dans les études culturelles pour le coup, parce que là, en termes d'objets modestes, c'est vraiment, on ne peut pas faire plus modeste. Ce que j'ai appelé les pop-back, ce sont donc des images qui circulent sur Internet. C'est ce qu'on appelle des memes, hein, sur Internet, c'est-à-dire des créations graphiques anonymes, souvent très légères, hein. C'est pour rigoler en fait, hein. C'est des blagues d'une certaine manière, hein, qui sont constituées autour d'un portrait que tout le monde, je pense, a à l'esprit, hein, le plus célèbre des portraits de Bach, hein, le fameux portrait qu'on appelle le portrait d'Haussmann, hein, du nom du peintre, Elias Gottlob Haussmann, qui fait ce célèbre portrait de Bach juste 3 ans avant la mort de Bach, hein, donc en 1747, hein, pour l'admission de Bach à l'Académie Milzer, qui était vraiment une académie savante, hein. Donc c'est un portrait officiel. Il est très important parce que c'est le seul portrait pour lequel on soit sûr que Bach est vraiment posé, hein. Il existe d'autres portraits de Bach, mais avec une authenticité parfois douteuse, hein. On n'est pas sûr que ce soit lui, hein. Là, on est absolument sûr que c'est lui, hein. Donc, vous voyez ce portrait, hein, celui d'un homme voilà, en tunique noire, avec la perruque, très très digne. Il tient à la main un morceau de partition, hein, sur lequel figure justement un canon triplex, donc symbole de la complexité. Bon, je pense que tout le monde a à l'esprit ce portrait. Il est dans tous les conservatoires, dans tous les livres sur Bach, etc. Et ce portrait, il fait l'objet sur Internet de détournements. Ah oui, il y en a d'autres dans le tome 2. De détournements parodiques. Alors, on va affubler Bach d'un bonnet de clown, ou plus souvent, on va lui mettre des armes à la main, on va le comparer à Terminator, on va le grimer en Rambo, on va en faire un footballeur du Bayern de Munich, hein, etc., etc. Donc, il y a des tas de variations, hein, sur Bach. Et alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, en fait, c'est pour rire en réalité, hein, tout ça, c'est pas très sérieux, hein, mais d'un certain côté, ça donne des idées aussi, hein. C'est-à-dire que moi, je dois reconnaître que certaines des idées que ensuite j'ai développées de manière très sérieuse, enfin en tout cas j'espère, hein, elles me sont venues au départ de ces blagues. Par exemple, le portrait le détournement, on voit Bach transformé en Terminator avec son œil bionique comme ça là, et ses armes à la main. Donc une image très virile de Bach, et où il y a marqué I'll be back, comme ça, hein, je suis de retour, etc. Bon, c'est pour rire, hein, on est bien d'accord. Mais d'une certaine manière, tout ce que je disais sur l'idée de rétrogradation et de force, c'est contenu là-dedans, hein. Donc voilà, je veux dire, parfois, hein, des idées qui vont s'avérer importantes, au fond, sont issues de cela. Enfin, je vous laisse. Donc voilà. Alors, le côté, alors ces images, pour finir, je dirais, je les ai pas prélevées telles quelles parce que je me suis dit que c'était pas bien. Et puis on m'a dit attention, hein, sur Internet, il faut faire attention. Si tu piques des images sur Internet, t'as pas le droit. Alors, ce sont des images
sans auteur. Hein, ce sont des choses qui circulent, c'est viral, hein, si vous voulez. Voilà. Et puis ce sont des images, je dirais, qui n'ont pas d'autorité très grande, elles ne sont pas dans des musées. Hein, mais néanmoins, je me suis dit qu'il fallait les remettre en scène. Donc en fait, j'ai fait des photos, pas tout seul, hein, je me suis fait aider par des amis parce que je n'ai pas la technique. Hein, mais j'ai fait des photos, enfin on a fait des photos originales, hein, avec des mises en scène. Donc en fait, les photos qui circulent là, ce n'est pas directement ce qui est prélevé par Internet, c'est des photos de création, hein, d'une certaine manière, enfin voilà, qui permet un petit peu de contourner cet obstacle. Alors, il faut que je fasse attention de ne pas vous farcir la tête trop longtemps. Alors, maintenant, je voudrais vous faire un résumé très rapide des divers sujets que j'aborde, hein, systématiquement. Et donc, je vais essayer d'être synthétique. Donc, il y a 7 chapitres là-dedans. Hein. Donc, le premier chapitre, je ne vous en parle pas parce que bon, c'est un chapitre qui, je dirais, a comme souvent une valeur un petit peu introductive et donc on y retrouverait des choses dont j'ai déjà parlé. Il s'appelle D'un bac black, hein, justement, et je dis c'est une étude justement par le noir, hein, justement noir au sens métaphorique dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je n'insiste pas. J'y parle aussi du rapport à l'image, hein, justement un peu les pop-back, donc je venais de parler. J'y parle aussi du rôle du cinéma. C'est quand même un livre où je mentionne plus de 250 films. Donc c'est vrai que la littérature joue un rôle cardinal, mais le cinéma aussi. C'est aussi un livre sur le cinéma, hein, d'une certaine manière. Et je distingue d'ailleurs 2 régimes. Hein, bon, c'est pas, quand je dis je, plein de gens le font, hein, c'est pas comme moi. Hein, mais deux régimes, c'est ce que je dirais, ce qu'on pourrait appeler le moment bachien au cinéma. Et ça fait référence un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le moment où la musique de Bach apparaît pour signaler une sorte de prise de hauteur de vue, de recul un petit peu ontologique, etc. Bon, type, je sais pas, vous avez vu Casino de Scorsese, au début la voiture explose, hein, et on entend le dernier chœur de la Passion selon saint Matthieu. Hein. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez cette scène d'ouverture fabuleuse, hein, de Casino, hein, on l'a à l'esprit, hein, je pense. Ça, c'est un moment bachien, c'est-à-dire la musique de Bach, c'est une musique de fosse, hein, c'est-à-dire elle n'est pas représentée à l'écran, hein, et elle est là pour nous montrer, pour nous faire mesurer, je dirais, l'étendue de la catastrophe et de ce que ça signifie pour Las Vegas, pour l'Amérique, pour le monde, pour la morale, pour l'esprit, etc. C'est ça. Hein. Et alors ça, finalement, c'est intéressant, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que j'appelle la scène bachienne au cinéma, où là, la musique de Bach fait partie du film. C'est pas comment dire, une musique de fosse, mais c'est ce qu'on appelle une musique d'écran, c'est-à-dire on voit des gens qui jouent, hein, on voit les musiciens, ou on voit la source de la musique à l'écran, c'est-à-dire quelqu'un qui écoute, par exemple, hein, et où vraiment la musique de Bach est intégrée à la scène. Hein. Donc là, c'est autrement, à mon sens, hein, évidemment, plus intéressant. Bon, je vous donne un exemple aussi. Hein, vous avez vu comme peut-être Le Silence des agneaux, tout le monde l'a vu. Hein. Et donc il y a cette scène épouvantable, hein, où Hannibal Lecter s'évade, hein, du palais de justice de Memphis, hein, en mangeant la moitié du visage du gardien, enfin, en tuant un autre, etc. Bon, c'est quand même un psychopathe cannibale. Hein, donc, cette scène est intégralement portée par les variations Goldberg de Bach, mais c'est bien une musique d'écran, puisqu'on sait qu'Hannibal Lecter est un pianiste, on sait qu'il est particulièrement attaché à l'art de Bach. Dans d'autres scènes du film, on le voit jouer, et également dans les autres films tirés de la saga Lecter, des romans de Thomas Harris, on le voit jouer du Bach. Donc c'est un musicologue, c'est un interprète de Bach, presque toujours des variations Goldberg. Et là, il est dans sa cellule et il écoute les variations Goldberg sur un magnétophone. On nous montre bien le magnétophone, donc le personnage entend la musique. C'est pas que parce que dans le moment bachien, comme dans Casino, il n'y a que le spectateur qui entend la musique. Hein. C'est une musique extra-diégétique. On dit là le personnage entend la musique, les gardiens entendent la musique, etc. Donc je me suis intéressé davantage à ce type de scène bachienne. Alors voilà, je passe sur le premier chapitre. Le deuxième chapitre, il a un titre un peu agressif, il s'appelle Killing Bach. Donc là, c'est le meurtre oedipien de Bach, hein, parce que Bach, c'est une figure ultra-paternelle, comme je l'ai dit, c'est le père tout-puissant de la musique. Je passe là-dessus, hein, mais toute la musique romantique est, par exemple, obsédée, hein, la plupart des musiciens romantiques sont obsédés par l'idée de se légitimer à travers Bach. Pour être un musicien crédible, il faut avoir un rapport à Bach, et
Entre autres, il faut savoir faire une fugue. Alors, on ne fait pas des grandes fugues à la Bach, mais on met des fugues. Brahms met des fugato ou des fugues dès qu'il peut dans sa musique de chambre. Schumann écrit des fugues. Dès qu'il peut, il met un petit moment fugué. Mendelssohn également. Vous voyez, il faut absolument savoir faire une fugue. Si on ne sait pas faire une fugue, on n'est pas crédible d'une certaine manière. Ce qui est une manière de faire allégeance à Bach. Même Schubert, Schubert pourtant dont le génie est complètement ailleurs. C'est pas du tout ça. Schubert, à la fin de sa vie, 1 an avant de mourir, il s'écrit à 34 ans et demi, là, il s'inscrit à un cours de contrepoint parce qu'il dit quand même, il faudrait que je fasse une fugue. Ça n'a pas d'intérêt pour lui. Je veux dire, son génie est déjà tellement haut. Mais vous voyez, là, c'est ce que j'appelle l'imperium bachien. Il faut se légitimer à travers Bach. Il y en a que Bach a complètement détruit. Il y a des personnalités musicales, d'une certaine manière, qui se sont fait littéralement, je dirais, un peu écrasées par Bach. Charles Valentin Alcan, par exemple, le musicien français, compositeur, disait « Moi, j'admire Bach, mais je ne peux pas l'écouter parce que ça m'écrase, c'est trop écrasant, c'est trop beau, trop écrasant. Après, j'arrive plus à composer. » Debussy, il l'a comparé au Parthénon. Il s'est dit « Ouais, c'est comme si on voulait faire une maison devant le Parthénon. C'est pas grand sens. » Donc, il dit « Je préfère pas écouter parce que sinon, ça m'écrase. » Bon, vous avez par exemple, prenons le cas de Busoni, par exemple, qui était un mec ultra doué. Busoni, c'est vraiment un génie de la musique. C'était quelqu'un qui connaissait toute la musique, un esprit supérieur, un moderniste. C'était vraiment un très très grand compositeur. Mais qui connaît Busoni pour autre chose que pour ses transcriptions de Bach? Je dirais, on connaît Bach-Busoni. Mais je dirais Bach-Busoni a un peu dévoré Busoni. Pourtant, il a écrit des opéras, il a écrit des tas de choses. C'était voilà. Donc bon, je vous passe, mais je me suis intéressé un petit peu à cet écrasement. Il faut dire que Bach n'était pas commode, déjà de son vivant. Il s'est frité, par exemple, c'est très connu, avec le docteur Ernesti, qui était l'une des sommités à Leipzig, qui tenait un petit peu les rênes de l'université, et qui avait osé à un moment lui faire quelques remontrances. On lui dit à son cantor, c'est au moment où Bach était un employé de la ville de Leipzig, et il lui dit écoutez, bon, c'est très beau, mais c'est difficile quand même. Entre les pauvres chanteurs, toutes les semaines, il faut qu'ils apprennent ça, c'est vraiment difficile. Et il avait dit oui, mais vous avez une oreille de merde. Il avait dit Drek or rector. Il avait dit une espèce de recteur, oreille de merde. Vous voyez, donc bon, il était assez ombrageux quand même, il faut dire. Et donc ce côté un peu ombrageux, il s'est répandu, je dirais, un peu dans la culture, et il en a comment dire, écrasé plus d'un, au fond. Je pourrais par exemple parler, je n'ai pas le temps de le faire, mais une autre fois, je sais pas. Le cas de Nietzsche est particulièrement intéressant. Nietzsche aurait dû être bachien. Nietzsche, c'était le fils d'un pasteur. Il avait chanté dans les chœurs de la Saint-Matthieu quand il était petit, etc. Il se passionne pour Wagner, bon, tout le monde le sait, et puis il rompt avec Wagner, tout le monde le sait aussi. Il fait cette rupture avec Wagner, et à partir du moment où il se détourne de Wagner, où il se détourne de toute la musique romantique pour essayer de renaître, il aurait dû se tourner vers Bach. Il y avait un boulevard, je dirais, à la fois logique, culturel. En plus, Nietzsche se développe à ce moment-là une conception assez formaliste de la musique, donc la fugue, le contrepoint, tout était là pour que Nietzsche se tourne vers Bach. Mais il ne le fait pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que n'étant absolument pas nationaliste et critiquant dès qu'il pouvait l'esprit allemand, il voit en Bach, ça j'en reparlerai, une sorte de symbole, je dirais, de la germanité. Et deuxièmement, il y voit une figure de père écrasant, c'est-à-dire s'il s'agit de tuer Dieu, il faut tuer beaucoup de pères pour Nietzsche. Il faut tuer Dieu, il faut tuer le Dieu des Allemands réformés, il faut tuer le Dieu des catholiques, il faut tuer son propre père, qui était quand même un pasteur, justement, et ultimement, il faut tuer Bach. C'est-à-dire, killing Bach, ça prend un sens important dans le parcours de Nietzsche. Après, il y a des gens qui vont être dans une sorte de rapport ironique, je dirais, à l'autorité de Bach. Typiquement, Sioran. Je vous donne juste cet exemple-là. Sioran, à l'époque de sa jeunesse ultranationaliste, presque fasciste, en réalité. Le jeune Sioran, c'est un fasciste roumain. Il est proche de la garde de fer de Codreanu, etc. Il admire la germanité. Il pense que la Roumanie doit se forger un destin comme l'Allemagne, etc., etc. Et donc, il idolâtre Bach. Mais étant un esprit aussi
extrêmement ironique, et Sioran évoluant aussi, un peu à la Nietzsche d'ailleurs, hein, vers une sorte d'intérêt, je dirais, pour le scepticisme et l'esprit français. Il s'installe en France, à Paris, il se rapproche de Voltaire, etc. Il devient ironique, et donc il fait des discours ironico-bachiens, si vous voulez, où il tresse des couronnes de louanges à Bach, mais sur un ton de persiflage. Je vous en lis un parce que c'est assez rigolo. Voilà ce que dit Sioran. Sans Bach, Dieu serait diminué. Sans Bach, Dieu serait un type de troisième ordre. Bach est la seule chose qui vous donne l'impression que l'univers n'est pas raté. Tout y est profond, réel, sans théâtre. On ne peut supporter Liszt après Bach. S'il y a un absolu, c'est Bach. On ne peut pas avoir ce sentiment avec une œuvre littéraire, parce que Bach, ce n'est pas du langage. Dans Bach, il y a des textes, mais ils ne sont pas formidables. Le son, c'est tout. Bach donne un sens à la religion. Bach compromet l'idée du néant dans l'autre monde. Tout n'est pas illusion quand on écoute cet appel. Mais c'est Bach seul qui a fait ça. C'était un homme médiocre dans la vie. Sans Bach, je serais un nihiliste absolu. Et puis, il fait sa fameuse formule, hein, si quelqu'un si quelqu'un doit tout à Dieu, c'est bien Bach, etc. Non, c'est l'inverse. Si quelqu'un doit tout à Bach, c'est bien Dieu. Je vais y arriver, je suis fatigué. Si quelqu'un doit tout à Bach, c'est bien Dieu. Bon, là, il n'est pas complètement sérieux en quelque sorte. Bon, après, vous avez des tas d'agressions de la valeur Bach, hein, qui ne signifient pas, encore une fois, une vraie détestation de sa musique. Hein. Les gens qui n'aiment pas du tout la musique de Bach, qui ont vraiment une réfutation, une aversion esthétique, hein, de la musique de Bach, sont finalement assez rares. Hein. Ce que l'on voit, ce sont des agressions envers la valeur qu'il constitue. Nietzsche, évidemment, était absolument persuadé de la grandeur de la musique de Bach, de même que Sioran, de même que Anthony Burgess, par exemple, hein, l'auteur d'Orange Mécanique, qui, dans la préface d'un roman qui s'appelle Mozart et Amadeus, mais qui parle de toute la musique, hein, en réalité, s'amuse justement à brocarder l'image de Bach comme un peu vieux docteur contrapunctus européen qui nous embête avec ses fugues, etc. Hein, voilà. Mais tous ces gens-là, en réalité, sont absolument persuadés, hein, de la valeur intrinsèque de la musique de Bach. Thomas Bernhard aussi, hein, qui traite Bach de gros puant. Hein, j'en avais parlé. Il dit oui, quand même, ce gros puant de Bach à la Dicke Stinken, de gros puant, hein, à la tribune de l'ordre de Saint-Thomas, il est là, quoi. Il est gros, ils sont pas bons, etc. Bon, voilà. Là, on a une agression vraiment très très marquée, hein, contre justement cette espèce de valeur patrimoniale, hein, que représente Bach, mais naturellement que Thomas Bernhard est absolument persuadé, il a écrit aussi d'autres choses, de la valeur de l'art de Bach. Enfin, il y a très peu de gens qui n'aiment pas Bach. La reine Victoria, quand même, hein, ses privilèges, en ce moment on parle beaucoup de la reine d'Angleterre, mais la reine Victoria n'aimait pas Bach, et le privilège des têtes couronnées, disait non mais c'est pas terrible en fait, il dit c'est toujours pareil, hein, voilà, donc la reine Victoria, quand même là, on peut se permettre quand on est sur le trône d'Angleterre. Voilà. Bon, après, il y a des musiciens aussi qui se sont amusés, je dirais, à problématiser de manière ironique justement leur dépendance à Bach ou leur rapport à Bach, souvent dans le registre du théâtre musical. Hein. Alors, il y a un exemple qui est très connu, c'est le Maurizio Kagel, hein, qui écrit cette œuvre assez passionnante qui s'appelle La Passion selon saint Bach, hein, qui n'est pas une œuvre anti-Bach, hein, mais qui est une œuvre qui met en scène justement le côté très paternel, hein, de l'œuvre de Bach. On voit bien que Bach est mis là à la place d'un évangéliste, hein, La Passion selon saint Bach. Il s'amuse aussi à réécrire le fameux choral, hein, qui est le choral le plus connu, hein, qui est une sorte d'hymne national de la Réforme, hein, qui est Ein Festburg ist unser Gott, hein, notre Dieu est une solide forteresse, hein, et dans La Passion selon saint Bach, ça devient Ein Festburg ist unser Bach, notre Bach est une solide forteresse, donc il se moque, hein, en fait de cela. Dans le troisième chapitre, donc qui s'appelle I'll be back, hein, justement, donc c'est la formule de Terminator. Hein, donc je reviendrai, je serai, etc. Donc j'insiste justement sur le schème culturel du retour à Bach. Bon là je vais passer très vite parce que c'est un peu plus musicographique, musicologique, mais dans la musique il y a des retours à Bach perpétuels, hein, comme vous avez sans doute. Hein. Chaque fois qu'il faut remettre un petit peu d'ordre, chaque fois qu'on estime que la musique est en train de se dévoyer, qu'elle est trop ceci ou pas assez cela, on fait un petit retour à Bach. Donc Bach sert d'une sorte
d'hygiénisation en quelque sorte, de remise sur les rails, et donc on a des mouvements néoclassiques, si vous voulez, qui vont s'inspirer de Bach. Bon, un moment très connu parmi bien d'autres, c'est Stravinsky. Stravinsky qui fait à un moment donné son retour à Bach, et qui fait donc du néo-Bach, ce qui lui a valu bien sûr les sarcasmes de beaucoup de ses contemporains. Par exemple, Schoenberg s'est beaucoup moqué de Stravinsky à ce moment-là. On dit ah oui, il fait comme Papa Bach, ou méchant aussi, Prokofiev qui a dit ah oui, c'est du Bach avec des fausses notes. Voilà, donc voilà. Mais c'est pour vous dire comment Bach joue un rôle aussi, justement dans les enjeux de pouvoir. Donc je m'intéresse à ces divers retours à Bach, je passe assez vite. Ensuite, je me suis intéressé justement à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté anti-progressiste, c'est-à-dire comment la valeur Bach peut être donc mobilisée par des discours anti-progressistes, réactionnaires. Bon, c'est par exemple le rôle de Bach dans ce qu'on appelle parfois la révolution conservatrice. Donc je parlais justement du jeune Thomas Mann, mais il y a Heidegger par exemple aussi, qui est assez concerné, ou Spengler par exemple, qui sont des gens qui s'intéressent à Bach. Heidegger, c'est pas très connu, mais était par exemple totalement fanatique des concertos brandebourgeois, et en particulier il déploie toute une théorie de la fugue du sens, et vous avez des heideggeriens après lui, comme souvent il est dépassé par ses épigones, qui sont des bachiens fanatiques véritablement, et qui donc vont chercher Bach pour argumenter dans un sens, justement, l'oubli de l'être, le viol de la nature, etc., dans un sens que peut estimer conservateur, réactionnaire. Ça devient Bach à un moment donné une sorte de valeur refuge, je dirais, contre l'accélération, je dirais, du monde, l'angoisse que peut susciter la modernité. Il y a un texte assez passionnant, je n'ai pas le temps de vous en parler en détail, mais d'Adorno, par exemple, qui s'appelle Bach défendu. Alors, le texte a été écrit en anglais, mais c'était à l'époque où Adorno était aux États-Unis, donc il a écrit directement en anglais. Et le titre français, c'est Bach défendu contre ses amateurs. C'est devotees en anglais, contre ses dévots. Bach défendu contre ses dévots. Et justement, il dit qu'il faut sauver Bach, qui est complètement capté par justement des valeurs, ce qu'il appelle l'auditeur de ressentiment, des gens pleins de ressentiment, apeurés face au monde. Et bon, il identifie cela dans toute une classe bourgeoise allemande en particulier. Après, il y a des anti-humanismes bachiens, c'est-à-dire par exemple des gens qui sont des spécialistes de Bach ou qui sont associés à Bach et qui vont porter de manière plus ou moins sérieuse un discours anti-humaniste. Franchement anti-humaniste, c'est-à-dire anthropophobe, au fond. Voilà. On sent que on en a fait beaucoup avec l'homme, mais qu'il serait temps de passer à autre chose. C'est-à-dire qui parfois d'ailleurs ont un discours post-humaniste, en disant que l'humanisme que nous a légué la Renaissance puis les Lumières, de toute façon, il a échoué. Il n'y a qu'à regarder l'état du monde. Donc c'est pas une garantie. Donc il faut passer à autre chose. L'homme ne doit plus servir de référent unique. Alors on peut en mettre d'autres, la machine, la nature, ce que vous voulez, au fond. Et souvent, la musique de Bach joue un rôle dans cette critique parfois dure Alors, par exemple, il y a un personnage que tout le monde connaît. On le connaît plus pour son génie pianistique, c'est Glenn Gould, qui est vraiment le Bachien majeur. Et évidemment qui a initié presque quand même des tas de mélomanes et des générations à l'art de Bach, pas seulement les variations Goldberg, mais beaucoup, voilà, qui est vraiment associé à Bach. Mais Gould, c'est pas qu'un interprète, c'est quelqu'un qui a énormément écrit. C'est un vrai graphomane, il a écrit énormément de textes, dont un qui s'intitule Le Dernier Puritain. Il se qualifie lui-même de puritain, et Gould, par exemple, ne fait pas mystère, je dirais, de sa fatigue de l'homme. Il trouve que l'homme prend beaucoup de place, d'une certaine manière. Il se compare volontiers à un cistercien, un cathare. Il aime beaucoup Savonarola, par exemple. Vous voyez, c'est pas des images très humanistes. Voilà, il dit oui, Savonarola, c'était pas si mal finalement. On en fait beaucoup avec Pic de la Mirandole, tout ça, mais Savonarola, c'était un vrai type. Voilà, enfin voilà, des images qui sont. Et il fait vraiment une critique, je dirais, de l'anthropocentrisme. Et justement, il argumente là-dessus. Alors, il déteste, par exemple, la musique romantique. Les trois quarts de la musique romantique, il ne la joue pas, parce qu'il considère que ce sont justement
justement moi, que ce sont les excès du subjectivisme de l'homme et qu'il faut dépasser cela. Et comme souvent, je lisais pour Heidegger, mais ça vaut pour Gould, de même que les heideggeriens sont plus heideggeriens que Heidegger lui-même, de même certains gouldiens sont plus gouldiens que Gould lui-même, parce que chez Gould, il y a un côté parodique aussi, hein, c'était quand même il aimait provoquer, c'est quand même un type qui aimait provoquer. Hein. Mais vous avez par exemple un individu, je ne peux pas le qualifier autrement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, hein, qui s'appelle Maxence Caron, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, qui est un philosophe français de nos jours. Alors, ultra élitiste, ultra réactionnaire, complètement misanthrope. Enfin, vraiment, c'est voilà, c'est aussi un ultra catho, un catho traditionnel, un catholique traditionnaliste, hein, etc. C'est-à-dire que d'ailleurs, il a une théorie, à mon sens, complètement bidon, hein, comme quoi le Bach se serait à la fin de sa vie converti au catholicisme. Il en est sûr, hein, parce que c'est pas possible qu'un génie pareil ne soit pas catholique. Hein. Donc il va interpréter par exemple la messe en si mineur, le fait que Bach ait écrit la messe en si mineur, donc une messe en latin, hein, et non pas une passion sur un texte allemand, comme il a toujours fait, ou des cantates sur un texte allemand, comme une preuve de conversion au catholicisme, ce qui est évidemment pas du tout vrai. Hein. Bach était un luthérien très très orthodoxe. Il a écrit la messe en si mineur parce que c'est une commande. Hein. Il était à Dresde et on lui a demandé, il l'a fait, voilà, mais ça évidemment pas du tout de... Bon bref, je passe là-dessus. Et il est persuadé que Bach s'est converti secrètement. Il n'est pas le seul, hein, il y en a quelques autres qui... Mais surtout, voilà, il fait vraiment de Bach l'idée le symbole à ses yeux d'un nécessaire dépassement de l'homme. Hein. La figure de l'homme a pris beaucoup trop de place. L'humanisme nous a imposé, je dirais, cet anthropocentrisme destructeur. Il faut revenir à Dieu, il faut revenir à une théocratie, assez de l'homme, etc. La transcendance, et donc Bach devient un symbole de tout cela. Et c'est un gouldien fanatique. Hein. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Le portrait de l'artiste en Glenn Gould ». Ce n'est pas un livre qui est dépourvu d'intérêt, hein, mais là, il faut savoir où on met les pieds. Hein. C'est vraiment un personnage tout à fait caractéristique. Bon, sur le I'll Be Back, on pourrait aussi évoquer des romans, hein, de grands romans, qui sont de très beaux romans, mais qui développent ce qu'on pourrait appeler une forme de nostalgie backienne, c'est-à-dire qui construisent des espaces imaginaires dans lesquels Bach est le symbole de la nostalgie d'un ordre ancien. Hein, en fait. Par exemple, on a ça dans le très célèbre et très beau, hein, et très long et très admirable roman de Hermann Hesse, Das Glas Perlenspiel, hein, le jeu des perles de verre, hein, qui est vraiment une sorte de nostalgie pour une Europe érudite, presque sacerdotale. Hein, le moment, ou d'une certaine manière, où les valeurs spirituelles étaient les plus importantes. Hein, et c'est une société Castelli totalement bacchienne, puisque le principe du jeu des perles de verre, c'est le principe de la fugue. Hein, d'ailleurs, le maître du jeu, c'est le magister musicae, le maître de musique. Hein, donc on apprend la fugue, etc. Donc là, S est tout à fait évidemment conscient que c'est une représentation, hein, une sorte de nostalgie d'un monde idéal. Il ne préconise pas un retour, hein, à ce monde idéal-là véritablement, mais il le construit comme un objet de désir. Hein. Et puis vous avez aussi des nostalgies bacchiennes, par exemple chez un personnage beaucoup plus torturé, hein, par ailleurs, qu'un autre auteur allemand qui est Jahn, hein, Hans-Henny Jahn, qui était un organiste, hein, lui-même. Très très bon organiste et un facteur d'orgue aussi, après devenu éleveur de chevaux, enfin bon, il a tout fait, et il a aussi écrit quelques romans assez fascinants, et en tant qu'organiste, il a un rapport à Bach extrêmement complexe, Bach étant pour lui à la fois, je dirais justement, une valeur refuge, hein, parce que Jahn était vraiment terriblement en rupture avec la société dans laquelle il vivait, hein, parce qu'il était bisexuel, il était objecteur de conscience, il a fui en Norvège pendant la Première Guerre mondiale. Bon, il était en rupture évidemment avec la bourgeoisie hanséatique qui était son milieu d'origine. Donc il était très mal, hein, d'une certaine manière par rapport à ça. Et donc Bach était une sorte de sanctuaire, hein, qu'il s'est créé, tout en étant aussi, il en avait conscience, tout en faisant partie des choses qui l'aliénaient. Hein. Donc c'est pareil, on retrouve un peu le schème Nietzsche, hein, chez Jahn. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Après, je passe... Je ne sais pas, hein, peut-être parler trop longtemps. Je passe au chapitre suivant, donc, qui est le plus rigolo, je dirais, enfin, encore qu'il
face à état de choses assez affreuses, qui est donc celui qui s'appelle les variations lecteurs, lecteur variationen. Donc là, je vais vite parce que j'en ai un petit peu parlé. Je me suis intéressé, là on est vraiment dans, je dirais justement, les études culturelles d'une certaine manière, au fait que je parlais de l'anti-humanisme bachien, et là il a son visage le plus spectaculaire qui est le fait que dans des tas de fictions, que ce soit des fictions policières, des thrillers ou des films, etc. J'ai parlé d'Hannibal Lecter tout à l'heure, les personnages de criminels, et souvent de criminels sociopathes, sont presque toujours construits comme des amateurs de Bach. C'est très très fréquent. C'est-à-dire Bach entretient cette espèce de fantasme de surhumanité criminogène. Il n'y a pas que moi qui le dis. Vous avez un roman qui s'appelle Mélodie, d'un auteur allemand, Helmut Kreuzner, qui, je vous dis, c'est écrit dans son roman, l'un des personnages qui remarque ça. Vous êtes-vous déjà rendu compte qu'au cinéma, on décrit souvent les criminels démoniaques et surhumains comme des amateurs de musique ? La plupart écoutent du Bach. C'est très frappant. De préférence, les variations Goldberg. Quand dans un film, il y a un serial killer doté d'un cerveau, il écoute dans une scène ou dans une autre les variations Goldberg. Voilà, donc là, c'est un cliché qui est, je ne suis pas le seul à l'avoir repéré. Et effectivement, bon, je vais passer vite, mais il y a des dizaines d'exemples. On pense à Hannibal Lecter, parce que c'est le plus connu, j'en ai parlé moi-même, mais je pourrais vraiment vous donner des dizaines d'exemples. Je ne vais pas vous raconter toutes ces histoires épouvantables, mais quelques... Par exemple, vous avez un roman qui s'appelle Badlands, alors je crois qu'il n'est pas traduit en français, de Richard Montanari, qui est un auteur de thrillers américain. Et dans ce roman, des flics poursuivent un espèce de tueur super cerveau, très intelligent, qui les mène en bateau, bon, comme toujours, dans ce genre de schéma. Et en fait, le truc de ce tueur, c'est qu'il kidnappe des jeunes femmes et il les torture. C'est assez épouvantable. Il les torture en associant à chaque torture une cantate de Bach. Vous voyez, il fallait y penser. Vous avez un film qui s'appelle Le Collectionneur en français. Alors, le titre anglais, c'est Kiss the Girls, mais c'est traduit par Le Collectionneur. Et on retrouve un petit peu cette même chose, puisque c'est pas un collectionneur de jeunes filles. Alors, il les enlève, il les tue pas, il les enlève, il les séquestre. Et en particulier, il séquestre une jeune femme violoniste et il lui demande de jouer sonates et partitas de Bach, parce que c'est un tueur qui connaît très, très bien Bach et donc qui apprécie énormément que cette jeune femme, qui est captive, lui joue du Bach. Et en fait, on s'aperçoit à la fin qu'il est en duo avec un autre tueur, c'est un duo de tueurs, qui lui aussi s'avère être un spécialiste de Bach. Oui, c'est quand même tout à fait troublant. Si vous avez vu le fameux film, tout le monde l'a vu, de David Fincher, Seven, ça vous dit quelque chose, il y a cette scène très intéressante où le flic, qui est joué par Morgan Freeman, Somerset, il s'appelle dans le film, il essaye de traquer le tueur, il essaye de comprendre, etc. Il mène son enquête, le tueur est anonyme, on ne sait pas, il fait une série de crimes d'après les péchés capitaux, vous vous souvenez. Et pour le comprendre, il va dans la bibliothèque, de nuit, il va dans une bibliothèque à New York, et il essaye de s'imprégner. Alors, ce tueur, son imaginaire, alors chercher, je sais pas, Supplice, l'enfer de Dante, Blake, tout ça, etc. Et là, il y a un mec qui est un gardien de la bibliothèque, qui a un radiocassette, donc c'est bien, c'est pas de la musique de fausse, justement, c'est vraiment de la musique d'écran, où le type appuie et dit « Et ça, qu'est-ce que tu en penses de ça ?» Et lui met ça, et ce qu'on entend, c'est le fameux extrait de la suite d'orchestre de Bach, très, très connu, BWV 3, ce fameux air qu'on appelle souvent air sur la corde de sol, je suis sûr que vous le connaissez. Et en fait, donc, c'est du Bach, évidemment, et c'est donc le gardien de nuit qui, en lui indiquant cette musique, va lui permettre de progresser dans son raisonnement. Et d'ailleurs, la musique enjambe, puisque la caméra quitte cette scène et va vers l'autre flic, qui est joué par Brad Pitt, qui est son binôme, en quelque sorte, et on voit comment, là pour le coup, la musique se transforme, c'est un mouvement intéressant, de musique de scène en musique d'écran, puisque Brad Pitt ne l'entend pas, lui, puisqu'il est chez lui, mais il réfléchit aussi, on le voit en train de réfléchir à l'enquête, etc. Et c'est donc bien, on s'apercevra ensuite que c'est donc Bach qui est associé, là aussi, au tueur. Bon, je vais aller vite, mais il y a plein d'autres exemples. Par exemple, même dans CSI, c'est-à-dire les experts, on s'aperçoit quand même que le méchant est associé
à Bach. Dans la série True Detective également, Nate Haskell, par exemple, hein, c'est le méchant, le grand méchant, le super cerveau dans Les Experts, hein, et ben, sa musique préférée, c'est Bach, hein, par exemple. Vous avez aussi, je trouve, quelque chose de très, très intéressant, c'est le roman de Patricia Highsmith, le talentueux Monsieur Ripley, je ne sais pas si vous connaissez, hein, et le film il y a plusieurs films qui en ont été tirés. Et or, dans le roman et dans le deuxième film, pas dans le vieux Plein Soleil, hein, mais dans l'autre film, Anthony Minghella, je crois, on voit Ripley qui est associé à Bach aussi très clairement. Hein, c'est-à-dire que, or, Ripley, je dis pas que c'est un tueur sociopathe, mais c'est quand même un tueur, hein, il élimine quand même les gens, et puis il a cette froideur quand même, il calcule tout. Hein, il s'appelle Replay, justement, enfin Replay, mais Replay, hein, donc c'est un peu back-to-back d'une certaine manière, et il est toujours associé au concerto italien de Bach, il joue du Bach, il construit sa froideur et sa logique en jouant Bach, et on voit très bien l'opposition entre la musique de Replay qui est Bach et la musique de Dickey, c'est-à-dire le playboy américain, etc., en goguette en Italie, qui est le jazz. Hein, donc il y a deux univers qui se confrontent en quelque sorte. Il y a un roman qui s'appelle Requin bachien, je ne dis pas que c'est un très bon roman, où vous avez aussi un tueur qui tue donc ses proies en écoutant rituellement la partita, enfin le début, la sinfonia de la partita en ut mineur de Bach, surtout très solennelle. Hein. Bon, c'est bête, je ne peux pas vous faire, je vous joue au piano si vous voulez après. Voilà, bon, après, je passe. Un autre chapitre qui s'appelle Machine à coudre et Machine Gun. Donc, je vais aller vite parce que je suis en train de prendre trop de temps. Et donc, je vais très vite parce que c'est le chapitre le plus long. Il est vraiment très long. Et donc, c'est aussi le chapitre le plus historique. Bon, je vais vite. Je m'y consacre vraiment à la construction d'un nationalisme bachien, véritablement, alors en Allemagne. Je vais vous citer quand même une phrase parce qu'elle est quand même étonnante. Hein. C'est une phrase qui est prononcée par le prince Guillaume de Prusse en 1917. Hein, donc vous voyez, la date est importante, évidemment, en pleine guerre, et à la Kleine Bachfest à Eisenach, hein, donc la ville natale de Bach, en 1917. Il parle aux gens et il parle surtout aux soldats, enfin aux Allemands qui vont partir au front. Et écoutez ce qu'il dit. À une époque où les puissances destructrices sont à l'œuvre et travaillent contre tout ce qui a contribué à la grandeur de notre nation, à savoir crainte de Dieu, fidélité envers l'État, dévouement à l'empereur et au prince, notre supériorité intellectuelle doit permettre de vaincre la supériorité numérique de nos adversaires. Ici même, en raison de leur force élémentaire, de leur foi solide comme un roc et de leur indéfectible idéalisme, les œuvres de Bach sont quelque chose d'inestimable. Elles doivent nous procurer force morale, courage et ténacité dans la dureté des combats et la détresse des temps présents, ce dont nous avons besoin pour remporter la victoire finale. Ici coule une rivière issue du passé allemand, qui a sa source dans les hauts faits de Martin Luther. Si nous puisons à cette eau, nous aurons ce dont nous avons besoin spirituellement et moralement pour vaincre. Que Bach soit donc un champion de la cause allemande dans les horreurs de la guerre et un guide sur le chemin du véritable esprit allemand. Vous voyez, c'est un peu la drogue de combat, quoi. Hein. Au lieu de prendre des amphétamines, vous écoutez un peu de Bach et vous allez voir sur le champ de bataille, ça va. Hein, c'est assez impressionnant, je trouve, hein, comme harangue, hein, en quelque sorte. Bon. Alors, j'ai beaucoup, ensuite, je vais vite parler de tout cela. Bon, il y a des moments de construction de ce nationalisme bachien. L'un des moments importants, c'est l'essai de Wagner, Qu'est-ce qui est allemand, Was ist Deutsch, Qu'est-ce qui est allemand, où il fait vraiment de Bach le rénovateur de l'Allemagne après les désastres de la guerre de 30 ans. Pour lui, c'est un sauveur, c'est une figure nationale. Bon, il écrit peu après Les Maîtres chanteurs, qui est vraiment un opéra à la gloire, vraiment de la musique, de la vieille manière, je dirais, des vieux maîtres de Hans Sachs, etc., c'est-à-dire du contrepoint savant. Donc cet essai de Wagner a beaucoup joué un rôle important. Il y a, j'ai parlé de la Première Guerre mondiale, mais il y a une captation de Bach pendant la Seconde Guerre mondiale aussi. Alors évidemment, on associe plutôt le nazisme à Wagner, mais il y a très certainement un appui aussi sur ce qu'a pu représenter Bach et le contrepoint. Bon, je passe un petit peu, mais c'est tout à fait remarquable aussi. Bon,
je n'ai pas le temps, hein, mais il y a par exemple le livre d'un musicologue avec beaucoup de guillemets, hein, un nazi qui s'appelle Richard Eichauer, qui parle de la fugue, il parle de la blondeur aux yeux bleus, de la fugue, etc. C'est-à-dire qu'il parle du clavier bien tempéré comme d'un manifeste à rien. Vous voyez, il y a toute une captation aussi de Bach à ce moment-là. Il y a le film de Trudgott Müller, hein, Friedemann Bach, qui est vraiment un film nazi de propagande, hein, voilà, autour de l'image du mauvais Bach. Hein. Friedemann, c'est le petit Bach, le mauvais Bach, le Bach qui représente justement, c'est le fils mauvais, hein, le fils dévoyé de Bach, celui qui joue au jeu, qui ne sait pas composer, etc., qui représente justement le cosmopolitisme juif, etc. Et contre Friedemann, vous avez la haute stature du père, hein, Jean-Sébastien, Jean Seb, qui lui, évidemment, incarne, là, encore une fois, les vraies valeurs, etc. Bon, il y a beaucoup de choses. Je pourrais m'attarder aussi sur la question, puisqu'on en est là sur la question juive, hein, il y a toujours eu un débat sur un pseudo-antisémitisme de Bach. Hein, il n'y a pas d'argument véritablement en cette faveur, hein, parce que Bach vivait à Leipzig, il y avait très peu de juifs à Leipzig, c'est pas comme à Hambourg où il y avait une très grosse communauté, hein, et probablement qu'il n'a jamais eu affaire en tant que tellement à la communauté juive. Évidemment, il a écrit les Passions, et dans les Passions, il y a la foule des juifs qui demandent la mort du Christ, mais ça c'est le texte liturgique, c'est pas lui qui a inventé ça. Alors il y a quand même des gens aux États-Unis, hein, qui remplacent le mot Juden par Leute, donc les juifs par les gens, hein, lorsqu'ils interprètent la Passion selon saint Matthieu, hein, parce qu'ils considèrent que lorsque la foule des Juifs demande la crucifixion, c'est une représentation antisémite. Mais bon, il n'y a pas d'argument pour un antisémitisme personnel de Bach. On pourrait presque dire le contraire, au sens où on sait qu'à l'époque, il y avait d'autres passions, puisque Bach a écrit... Il nous reste deux grandes passions de Bach, hein, la Saint-Matthieu et la Saint-Jean. On sait qu'il en avait écrit d'autres, hein, au moins 3 autres, hein, qui sont perdus. Hein, mais évidemment, la théologie de la croix dans le protestantisme et les grandes passions, c'est vraiment un point très important de la musique allemande de l'époque. Donc des passions, il y en a plein. Hein. Telemann, à lui seul, il en écrit une bonne trentaine. Hein. Donc il y a énormément de passions à l'époque, dont certaines sont vraiment antisémites. Hein. Par exemple, au temps de Bach, il y avait un texte de passion écrite par un pasteur justement de Hambourg, qui s'appelle Brockes, qui s'appelle la Brockes Passion. Hein. C'est un texte qui circulait, qui a été mis en musique par beaucoup de contemporains de Bach, hein, mais pas par Bach. Or là, le texte est extrêmement antisémite, hein, et vraiment, et il ne s'en est pas emparé, alors qu'il aurait pu, puisque plein d'autres l'ont fait. Hein. Donc voilà, donc il n'y a pas d'argument véritablement, mais comme c'est Bach, évidemment, la question fait partie quand même d'un certain imaginaire. Il y a par exemple un roman américain, qui n'est pas traduit en français non plus, d'une écrivaine qui s'appelle Lauren Belfer, hein, ce roman s'appelle en anglais And After the Fire, donc après le feu, hein, et qui tourne autour d'une partition imaginaire, hein, qui serait une cantate de Bach. Alors, elle n'existe pas, hein, une cantate supplémentaire de Bach, dont maudite, hein, qu'on aurait cachée à travers les âges, etc., hein, qu'on l'aurait cachée en raison de son contenu effroyablement antisémite. Mais c'est une fiction, hein, évidemment. Bon, il y a des cas assez croquignolés, hein, par exemple... Jack Kevorkian, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je consacrais un petit chapitre, enfin un sous-chapitre à ce personnage très sulfureux. Jack Kevorkian, c'est un médecin américain d'origine arménienne, mais purement américain, hein, qui s'est fait connaître, il a été condamné, hein, parce qu'il pratiquait l'euthanasie à grande échelle, évidemment. Donc, alors lui, il a dit que c'était par altruisme, qu'après tout, voilà, enfin, il a ouvert ce débat, voilà, bon, en tout cas, mais il a pratiqué illégalement l'euthanasie à assez grande échelle. Il était surnommé Dr. Death, hein, donc docteur la mort. Donc, bon. Mais c'est bon, hein, s'il n'y avait que ça. Mais c'était aussi un personnage très nostalgique du Troisième Reich, hein, qui peignait des peintures néo-nazies, qui composait aussi de la musique et qui était complètement fanatique de Bach. Et on le voit dans une scène, dans son arrestation, où il y a des tas de gens qui sont là en disant oui, pendez-le, lynchez-le, etc. C'est un tueur, etc. Au nom de Dieu, pendez-le, etc. Et il s'arrête et puis il parle à une dame. Il était hyper élitiste, hein, il considérait évidemment qu'il... Et il lui dit mais qu'est-ce que vous me parlez de votre Dieu? Dieu n'existe pas, qu'est-ce que c'est là, Dieu, etc. Il n'y a qu'un seul Dieu, moi j'en ai un Dieu, et il est bien supérieur au vôtre, et le mien c'est Jean-Sébastien Bach, madame, etc. Donc on voit vraiment cette scène assez troublante. Donc Jack Kevorkian, c'est une sorte de cas pathologique de bachisme un peu monstre, hein, qui est assez... Bon voilà, je vais passer, hein, sur tout ça. Hein. Bon, je suis un peu revenu aussi. J'ai osé, ce qui est évidemment pas facile.
revenir un peu sur le cas Celan aussi, avec son fameux poème, Todesfug. Alors, c'est un des poèmes les plus commentés, donc c'est difficile d'en dire quelque chose d'intéressant. Mais malgré tout, ce titre ne peut pas ne pas interpeller. On a quand même, il y a bien le mot fugue, fugue de mort, donc l'association vraiment de l'extermination au principe de la fugue, sachant que le titre original c'était Tango de mort, qui est devenu Fugue de mort. On a toujours dit que c'était une erreur de typographie et que Celan avait dit fugue, oui, je vais garder fugue, c'est pas si mal, etc. Moi, je ne crois pas du tout à cette histoire. Je ne crois pas du tout que ce soit possible. En réalité, je pense qu'il a absolument choisi ce titre, et d'autant qu'après, dans le reste de son œuvre, il témoigne de son intérêt pour la fugue. Il crée un poème qui s'appelle Stret. Stret, c'est la fin d'une fugue, donc quand même bon. Et voilà, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais vite, je vais finir quand même. Après, le chapitre suivant, c'est celui que j'ai appelé post-apocalypse bacchienne. Donc c'est là où je m'aventure vraiment sur le terrain horrifique, gothique, etc. Donc c'est les zombies, les zombies bacchiens, l'utilisation de la musique de Bach comme art de la terreur. Bon, on a ça par exemple dans le cinéma hollywoodien classique. Vous voulez faire peur, vous mettez du Bach. Alors de préférence les grandes œuvres pour orgue. Donc Sunset Boulevard, le type il rentre dans la maison et qu'est-ce que vous avez? Vous avez Max von Sydow qui joue du Bach, qui joue la Passacaille. Non, c'est la Toccata et Fugue en ré mineur, sur son orgue. Vous avez un film qui s'appelle La Bête à 5 doigts, où vous avez une main, c'est un pianiste qui est mort, mais sa main est ressurgie, il a été amputé, donc la main revient, et elle joue toute seule, évidemment, la chaconne transcrite au piano par Brahms, la chaconne pour violon seul, etc. Vous avez Le Chat Noir de film d'Ulmer, un film d'horreur avec du Bach, bon, etc., etc. Il y a vraiment énormément de films dans ce sens-là. En gros, la Grande Passacaille en ut mineur et la Toccata et Fugue en ré mineur, ce sont des musiques qui sont perçues par Hollywood comme des musiques effrayantes, gothiques, en quelque sorte. Donc, il y a toute cette idée-là. Vous avez tout un tas de romans, je ne vous les détaille pas parce que j'ai vraiment pas le temps. Par exemple, L'Enfer de René Belletto, un bon romancier français. Je ne sais pas si vous en avez lu. J'ai dit que j'en parlais pas, mais j'en parle quand même 2 secondes du coup. Et ça se passe à Lyon pendant une canicule, donc c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est que la ville est écrasée par de soleil. Les gens, les oiseaux tombent, vous voyez, tellement ils ont chaud, etc. Donc c'est vraiment un cadre infernal. Et dans ce cadre-là, vous avez un personnage principal qui est une sorte de détective privé, mais musicologue, voilà, qui se passionne pour Bach et pour la fugue, et qui va être confronté à une enquête ou un rapt d'enfants, et son enquête va le mener vers un pianiste qui joue lui-même du Bach. Alors il va jouer du Bach à 4 mains, etc., etc. Et l'enquête nous mènera à un couple de gens qui enlèvent des enfants pour leur arracher leurs yeux parce que ils ont un fils aveugle, alors ils veulent faire des opérations pour le. Voilà, bon bref, voilà, et évidemment ces opérations se font naturellement sur fond de cantates de Bach, etc., etc. Vous avez des hybridations dans le science-fiction. Je parlais tout à l'heure de post-humanisme. Vous avez des hybridations entre l'homme et la machine sous l'égide de Bach. C'est le cas en particulier d'un roman de Michael Crichton qui a été porté au cinéma, qui s'appelle The Terminal Man, l'homme terminal. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et c'est assez intéressant parce que là, on voit justement l'idée que Bach, c'est quelque chose de systématique, quelque chose de pythagoricien, quelque chose d'ultra rationnel, non empathique. Et donc, c'est sous l'égide de Bach que un sujet humain va être transformé en terminal informatique. Évidemment, ça va mal finir, l'opération va rater, etc., etc. Mais on voit bien quand même ce schème-là. Bon, sur le plan apocalyptique, il y a d'autres choses, mais je ne peux pas tout détailler. Vous avez par exemple le roman de Kurt Vonnegut qui s'appelle Abattoir 5, Slaughterhouse 5, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a été porté au cinéma, où là aussi l'apocalypse qui est le feu incendiaire sur la ville de Dresde, vous savez, pendant où on a les Alliés, en particulier la Royal Air Force, a bombardé Dresde, mais vraiment a détruit entièrement la ville. Et il y a aussi le personnage s'en souvient, il a assisté à ça, et du coup il a fait un blocage par rapport à ce trauma, donc il croit que pendant ce temps-là il a été enlevé par des extraterrestres, etc. Bon, c'est le fameux alien abduction très typique des fictions américaines,
Et Bach aussi fait partie du schéma, mais j'ai pas le temps de vous. Voilà. Bon, il y a un roman de. Bon, il y en a plein en fait. Hein. Je vais pas développer plus ou moins. Il y a un film sur une prison ultra sécurité. Ça, c'est vraiment un navet. Hein. C'est vraiment, je vais vous dire de qui c'est. C'est un film de Stuart Gordon. Ça s'appelle Fortress. Hein, et donc, vous l'avez vu? Non. Alors, ça, c'est vraiment pas bon. Hein, mais c'est une prison ultra sécurisée aux États-Unis, futuriste. Donc, c'est comme un cylindre creusé en plein désert, un énorme cylindre de 40 étages souterrain, hein, où les prisonniers sont voilà, sur des espèces de niveaux comme ça. Et c'est complètement panoptique. Enfin, c'est un truc concentrationnaire du futur, et c'est régi par un super ordinateur qui s'appelle Kunst der Fuge, donc l'art de la fugue, hein, et c'est une sorte de super ordinateur bachien et dont on s'apercevra à la fin du film, je vous le spoil comme on dit aujourd'hui, on s'apercevra finalement que c'est pas un ordinateur mais bien un être humain, hein, à la fin, alors qu'on croit que c'est un ordinateur. Donc là c'est l'idée vraiment de la force et de la puissance de calcul de Bach comme outil vraiment concentrationnaire et de surveillance absolue. Voilà, et je finis, après je me tais, sur le dernier chapitre donc, qui s'appelle White Male Bach. Hein, donc c'était le chapitre donc, dont je vous parlais au début, hein, où là je détaille comment Bach a pu être mobilisé par des discours ou des postures certaines postures de domination historique. Donc trois postures, enfin trois régimes on pourrait de domination historique. L'un qui serait de type raciste, hein, c'est-à-dire suprématie blanche sur les noirs. C'est là où je prends le mot black au sens littéral, véritablement. Deuxième régime, on pourrait dire un régime sexiste, c'est-à-dire domination masculine hein, sur les femmes, et troisième régime qu'on pourrait dire homophobe, c'est-à-dire domination hétérosexuelle sur les homosexuels. Et dans tous les cas, hein, alors encore une fois, je précise bien, je n'associe pas Bach lui-même ni sa musique évidemment à tout cela, hein, évidemment, mais dans tous les cas, nous avons des tas de représentations qui vont dans ce sens-là. Alors dans le premier cas, hein, c'est-à-dire Bach comme icône blanche, oui, bon, vous avez vu tout à l'heure ce que j'ai dit hein, sur certains discours racialistes, hein, la blondeur aux yeux bleus de la fugue, etc. Donc il en résulte quand même tout un discours qui tient finalement les Noirs, en particulier les musiciens noirs, comme assignés au jazz et incapables de jouer de la musique classique et a fortiori du Bach. Hein, donc il y a beaucoup ensuite de musiciens noirs qui se sont battus contre cela, hein, justement en essayant de partir à la conquête de Bach avec des destinées. Il y a des romans qui sont très intéressants hein, dans ce registre-là. Ce que j'ai montré aussi, et c'est intéressant, c'est qu'il y a une récupération de la valeur Bach justement par la musique gangsta, hein, le rap gangsta. Hein, on ne peut pas l'imaginer, mais Bach joue un très grand rôle hein, dans le Bach gangsta. Ils se comparent tous à Bach, parce qu'ils aiment bien les battles. Hein, le rap, il faut faire une battle, hein, etc. Donc ils se comparent véritablement à Bach. Alors vous avez des luttes un peu inégales, je dirais, par exemple de Bach contre Justin Bieber. Forcément, c'est quand même Bach qui gagne. Et voilà, enfin, il est récupéré hein, dans cette culture du rap gangsta. Je vais vite, hein, j'ai pas le temps. Deuxième régime, donc ce qu'on pourrait appeler une Bach comme icône masculiniste. Bon, ça c'est très important, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Hein. C'est une figure très, très paternelle, ça on l'a dit. Voilà, c'est un pater familias, mais c'est aussi un homme viril. Hein. Il y a quelque chose de très séminal hein, dans Bach. D'abord, il a eu 20 enfants. Alors, c'est une image, je dirais, vraiment très familiariste, hein, Bach. Mais ça va plus loin que ça quand même. On lui attribue, de manière totalement fantaisiste, hein, bon, il a eu 2 femmes, mais il s'est remarié avec Anna Magdalena parce que Maria Barbara est morte. Hein. À l'époque, c'était tout à fait classique. Hein. Il n'y a pas que lui. Enfin, je veux dire, il n'a rien fait de bien spectaculaire à l'époque. Mais on lui attribue du coup une virilité incroyable. Il y a même des gens qui suspectent que Bach serait le père de Frédéric de Prusse. Vous voyez, parce que ce qui est quand même pas rien du point de vue national, parce que Frédéric de Prusse, quand même, hein, voilà, il relance, je dirais, l'empire hein, germanique. Donc, il aurait séduit la grande duchesse, je sais plus quoi, et donc ce serait le vrai père hein, de Frédéric de Prusse. Bon, n'importe quoi. Hein, mais vous avez des romans, par exemple, un roman de Jean Salmona qui s'appelle Une fugue de Bach, qui dit que Bach, finalement, dans le dos de Anna Magdalena, il séduisait beaucoup de jeunes filles et les amenait dans une espèce de refuge de chasse dans la forêt, hein, et puis il les possédait, etc., etc. Donc vous avez aussi cette image-là. Vous avez un film
de Lars von Trier, ce que vous avez peut-être vu, qui est un nymphomaniaque, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, avec Charlotte Gainsbourg, et ben, elle a quand même un triple orgasme bachien dans le film. Ce qui est pas, elle est possédée littéralement sexuellement par Bach. Vous avez le film La Belle et l'ordinateur, dont je parlais tout à l'heure. Vous avez aussi une violoncelliste qui copule d'une certaine manière avec Bach par le biais d'un ordinateur. Donc il y a tout cela. Alors vous allez me dire c'est très, très, très masculiniste, etc. C'est aussi solidaire, et ça il y a des musicologues, en particulier certaines musicologues féministes comme Susan McClary, américaine, qui crée un ouvrage vraiment passionnant qui s'appelle Ouverture féministe en français, mais c'est pas le titre original, et qui montre en quoi, alors j'ai pas le temps de refaire sa démonstration, mais c'est vraiment très intéressant. Elle montre en quoi ce qu'on peut appeler le grand récit de la musique absolue, donc cette musique complètement autosuffisante, repliée sur elle-même, autotélique, qui n'est pas porteuse de sens, enfin tout ce grand récit de l'abstraction de la musique, qui évidemment a tendance à privilégier les musiques les plus instrumentales, les plus abstraites, donc évidemment le contrepoint savant, etc., était en réel. Enfin, comment c'est un récit qui sert d'une certaine manière ce qu'on pourrait appeler l'ordre du genre, comment il est très dépendant au fond de l'ordre du genre, et qu'il a entraîné le dénigrement systématique de formes musicales type le poème symphonique, par exemple, toute la musique à programme qui est perçue comme beaucoup plus féminine. Comment on va louer d'une certaine manière chez les interprètes hommes une approche structurale ou une écoute dite structurale qui évidemment convient parfaitement à des objets type prélude et fugue, et qui justement sont classiquement, par cliché naturellement, déniés aux femmes. Vous avez le roman de Nancy Houston, par exemple, Les Variations de Goldberg, qui est un classique aujourd'hui où on voit une jeune femme qui joue les Variations de Goldberg, donc claveciniste, qui joue les Variations de Goldberg. On a les courants de pensée de tous les gens qui assistent à la représentation, et on voit bien effectivement chez certains d'entre eux ce type de cliché actif. Par exemple, il y a un musicologue dans l'assistance qui dit ouais bon, elle joue bien, ouais forcément elle est pas mauvaise, etc., mais bon il y a aucune structure, etc. Voilà, il lui fait typiquement le procès genre elle joue bien mais c'est une nana donc elle comprend pas vraiment la logique bachienne, quoi. Inversement, bien sûr, on a des femmes dans le public qui vont justement dire avoir une critique féministe, je dirais, du monde de la musique, etc., etc. Donc on voit que ces questions sont... Alors, je vous donne quand même, pour la bonne bouche, si j'ose dire, un bel exemple de sexisme bachien, et il est toujours dû à notre ami Suarez, André Suarez. Regardez, ça va vous plaire, je sens. Orgue partout et partout Bach. Les dames s'y mettent. Ce n'était pas assez de 1000 organistes barbus dans un seul Paris. Les jeunes femmes et les veuves s'y lancent, portant toutes les reliques de Bach, les unes pour le tremper dans leur sirop d'orgeat, les autres pour frapper comme des sourdes, briser les murailles et les échos en les bombardant de leurs obus. On voit alors comme elles ont du poil, quand elles s'en mêlent et quelle est leur vigueur redoutable. Quand une femme veut jouer n'importe laquelle des grandes œuvres pour orgue de Jean-Sébastien Bach, je ris. En plus, elle fronce les sourcils, en s'épongeant les joues. Elle me fait vraiment rire, elle cherche sa barbe. Donc voilà, vous voyez le tableau de la femme cherchant à jouer Bach, et donc finalement deux voix tout aussi ridicules les unes que les autres à son goût, enfin selon son analyse. Si une femme veut jouer Bach, soit elle le trempe dans le sirop d'orgeat, c'est-à-dire qu'elle en fait de la mélasse, de la mauvaise musique, etc. Soit elle tape comme une sourde pour essayer de mimer la force qu'elle n'a pas. Ouais, donc dans les deux cas, c'est raté. Donc vous voyez que quand je dis qu'il y a un sexisme, et dernier point, et après je m'arrête, c'est promis, le côté hétérosexiste, je dirais Bach comme icône hétérosexuelle. Bon, évidemment, on pourrait reprendre tout ce que j'ai dit sur le fait que c'est un homme, un vrai, 2 femmes, 20 enfants. Il y a ce côté très familialiste associé à Bach. Il y a des légions de musicographes qui ont parlé de la sexualité saine de Bach. C'est un homme sain, par opposition à tous les romantiques qui ont évidemment, sont des exténués d'avance et ont des sexualités bizarres. Lui, c'était un homme sain, donc sexualité saine de Bach, c'est très important. Il y a un cliché aussi qui court, qui est que Bach est un homme, on ne peut pas le psychanalyser. On peut psychanalyser tout le monde sauf Bach. Il n'y a rien à psychanalyser parce que tout va très bien. Vous voyez, donc je vous assure que c'est quelque chose qu'on lit sous la plume de presque tous les biographes de Bach.
Ensuite, il y a l'idée qui est aussi un cliché et une idée fausse, comme que Bach détestait l'opéra. Il dit Bach n'a jamais écrit d'opéra. Ah, ça alors c'est incroyable parce que tout le monde écrivait des opéras à son époque, c'était vraiment la forme à la mode, hein. Donc on dit Bach détestait l'opéra, il a écrit des passions, il a écrit des cantates, mais jamais d'opéra, hein, ce qui est vrai, hein, et on peut s'en étonner, ça c'est vrai, hein, et donc beaucoup le loue, le remercie de n'avoir dit Dieu merci, il n'a jamais écrit d'opéra, etc. Parce que l'opéra passe justement pour un univers beaucoup plus féminin ou beaucoup plus efféminé, hein, donc beaucoup remercient Bach d'avoir prouvé sa virilité en écrivant jamais d'opéra. Et là, vous avez le match, je dirais, des deux géants du baroque, hein, Bach et Handel, qui est vraiment remporté par Bach, au sens où Handel a écrit des tonnes d'opéras, Handel qui est resté célibataire. Et ça ne se faisait pas quand même des masses, hein, à l'époque, hein. Handel cosmopolite qui va en Angleterre. Beaucoup de signes sur la. Mais jette un soupçon terrible sur la sexualité de ce pauvre Handel, hein, qui est devenu, de fait, c'est vrai, une icône gay, hein, puisqu'il y a des clubs à Londres, des clubs gays qui passent du Handel, du coup, parce que c'est devenu, effectivement, enfin, il y a toujours eu l'idée que Handel était une icône gay et Bach une icône hétéro. Alors, c'est complètement. Ce sont des clichés complets, hein, d'autant que Bach ne détestait pas l'opéra, on le sait. À Dresde, il allait régulièrement à l'opéra, il a assisté à des œuvres d'opéra, il n'en a pas écrit, mais il était cantor, il devait fournir une cantate par semaine, alors il avait déjà pas mal de boulot, hein, voilà. Puis bon, il n'est peut-être pas attiré tout simplement par l'opéra, mais il n'y a pas de discours anti-opéra chez Bach, alors qu'on lui en prête, hein, en fait, en réalité. Bon voilà, je passe. Bon, je vais m'arrêter parce que sinon je pourrais vous donner d'autres exemples, mais je pense que ça suffit. Vous venez d'entendre Frédéric Sounac, auteur de l'ouvrage Black Bach, tome 2, publié chez Aedam Musicae, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 8 juin 2022, dans le cadre de la dernière édition du festival Passe ton bac d'abord, consacré à Jean-Sébastien Bach. Réalisation et mise en onde de cette rencontre, Radio Radio.